Moi, ce que j'aime, c'est les projets. J'aime bien avoir des idées à concrétiser. On anticipait quasiment la tendance parce que à l'époque, les gens ils nous regardaient quand même avec des yeux. La preuve, c'est qu'on a mis 2 ans avant de convaincre un assureur de bien vouloir nous suivre sur Wicar. Je pense que les bonnes équipes, c'est des équipes mixtes, diverses, avec des gens d'horizons différents. Je pense que c'est ça qui nourrit une équipe. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Et non, ce n'est pas la douce voix d'Aurélie qui vous parle aujourd'hui, c'est moi, Sophie, qui ai pris son micro pour un nouvel épisode. Et pour ce qui va être mon premier épisode, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une femme qui, elle, a déjà fait des épisodes de podcast, une entrepreneure comme on en voit peu, c'est Marion Carrette, qui est venue tout droit de Marseille pour nous raconter son histoire. Bonjour Marion. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. On a également à nos côtés Charles-Henri, partenaire chez Daphne. Hello Charles-Henri. Bonjour Sophie, et ravi de t'avoir pour ce podcast. Ravi également. Avant de commencer à parler de toi Marion, j'aimerais d'abord rappeler la mission de ce podcast, qui est de mettre en lumière celles et ceux qui, grâce à la tech, veulent changer les usages, dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait sens de te recevoir, pour parler de nombreux projets que tu as menés et qui font toujours bouger les lignes aujourd'hui. Alors, on ne te présente plus, mais pour nos auditeurs, on va quand même le faire. Tu as créé Ziloc en 2007, un site internet dédié à la location en ligne. Vélo, poussettes, perceuses, robes de soirée, on y trouve à peu près tout ce qu'on veut. Tu es également la fondatrice de Wicar, la petite sœur de Ziloc, qui a été créée en 2012, dédiée à la location de voitures entre particuliers et qui est maintenant sous le contrôle de la SNCF. Je vais m'arrêter là parce que on préfère t'écouter directement le raconter, évidemment. Est-ce que, avant de démarrer sur tes projets entrepreneuriaux, est-ce que tu peux nous dire qui se cache derrière cette businesswoman ? Quel enfant tu étais ? Quelles sont tes passions ? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? Alors, c'est marrant parce que je me qualifierais pas du tout de businesswoman, avant tout d'entrepreneur. Moi, ce que j'aime, c'est les projets. J'aime bien avoir des idées à concrétiser. Depuis que je suis toute petite, c'est ça. Ça pouvait être un jeu à créer. Voilà. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui crée. J'étais une enfant très heureuse dans le Nord, à manger des gaufres au sucre et très gourmande aussi. Et voilà, j'ai grandi, j'ai eu une scolarité très classique. J'ai fait une école de commerce et j'ai eu la chance, en fait, tout de suite en sortant de l'école de commerce, de tomber sur quelqu'un d'assez incroyable qui était Loïc Lemeur et qui m'a embarqué dans l'aventure Internet. Et je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui si j'en suis là. Super. Est-ce que, en fait, dans notre intro de podcast, on dit que l'entraide nous possède et on a bien compris, toi, c'est aussi ton truc. Notamment par Ziloc, qui est un peu le pionnier de la collaboration, de l'économie collaborative. C'est, du coup, je le rappelle, une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels qui veulent louer tout type de biens. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où t'es venue cette idée ? L'idée, elle est venue assez simplement de la voiture, et c'est pour ça qu'après on a développé Wicar. C'est que je suis allée un jour à un mariage à Marseille, justement. Je suis pas très organisée, donc j'avais pas réservé de voiture en me disant en arrivant à la gare, j'avais pris mon train quand même, en arrivant à la gare je trouverais bien quelqu'un pour m'amener à ce mariage ou alors je louerais une voiture sur place. Et quand je suis arrivée, il y avait aucune voiture de location disponible et j'avais en face de moi un parking avec 300 voitures. Je me suis dit mais c'est complètement idiot, je devrais pouvoir prendre une de ces voitures qui dort sur le parking pour aller à mon mariage. Résultat, je me suis un petit peu galérée, mais ça m'a donné l'idée de la location d'objets entre particuliers en se disant finalement on a tous chez soi des objets qui dorment, qu'on n'utilise pas tous les jours. On prend souvent l'exemple de la perceuse qui est assez emblématique. Pourquoi finalement on ne pourrait pas piocher dans cette base de données d'objets à proximité et se les louer entre particuliers ? Et question un peu marrante, entre guillemets, c'est quoi l'objet le plus fou que tu as vu sur Ziloc ? J'ai vu des habits pour chiens, j'ai vu une banderole de demande en mariage, ça c'était chouette. Il était marqué « Veux-tu m'épouser ?» et la personne précisait dans l'annonce que la banderole n'était pas nominative, donc elle pouvait être réutilisée. Complètement, tout se réutilise comme voilà. quoi. Et du coup, t'es resté environ 5 ans chez Ziloc.
Alors, en fait, Ziloc, ça fait 10 ans maintenant. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 15 ans bientôt. Elle a été créée en 2007, Ziloc. Et en fait, Ziloc, c'est 700 catégories d'objets. Et assez vite, en fait, on s'est rendu compte qu'arriver à masse critique, quand on est une plateforme, on a besoin d'avoir une masse critique pour que ça fonctionne. Arriver à masse critique sur Ziloc, c'était un peu compliqué. Et on avait un secteur qui nous tentait bien et qui marchait bien, c'était la voiture. Donc on a décidé de faire un site dédié à la voiture qui a donné lieu à WeCar et qui a finalement qui s'est développé encore plus vite que Ziloc. Et sur lequel moi je me suis concentrée à partir de 2009, 2010, je me souviens plus très bien. Et donc quasiment l'exclusivité de mon temps était sur WeCar à partir de là. Et donc WeCar, location de voitures entre particuliers, en partant du principe qu'une voiture passait pas mal de temps dans un garage et que finalement on pouvait peut-être aussi se la partager. C'est à ce moment-là, Charles-Henri, que tu es un peu arrivé dans l'aventure, que tu as rencontré Marion? Exactement, justement au moment où la réflexion de Marion allait vers une verticalisation, c'est-à-dire trouver une activité sur laquelle on pouvait vraiment se concentrer pour avoir une offre de location entre particuliers. Et assez naturellement, Marion avait identifié la voiture, surtout qu'on peut peut-être préciser que Carrette, c'est quand même la voiture en ch'ti. En ch'ti. Hein. Donc tu étais prédestiné. Ça a failli s'appeler ma carrette. Et aussi assez naturellement, avant la SNCF, et ce qui est d'ailleurs un signe prémonitoire, tu avais eu l'idée de ce nom de WeCar, ce côté oui positif, le oui avec le jeu de mots anglo-saxon, mais écrit en français, et qui était très positif, très chaleureux pour un service qui n'est pas toujours évident, un service de location de véhicules, c'est jamais évident à mettre en place, donc c'était aussi un moyen de le marketer sous un angle positif. Et donc on a commencé à accompagner Marion dans cette aventure dès 2010. Donc, ça date. Ça date, effectivement. Et du coup, en lançant WeCar, Blablacar existait déjà à l'époque? Oui, c'était les débuts. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a insufflé quelque chose? Parce que quand même, le prix de voiture, c'est un truc qui à l'époque devait être un peu tout nouveau. Est-ce que tu penses que Blablacar a un peu insufflé quelque chose ou... Je me disais que Blablacar, ça devait être plus facile finalement de monter dans une voiture avec quelqu'un plutôt que de confier sa voiture à quelqu'un. Mais ce qui est sûr, c'est que alors il y a Blablacar, il y a Airbnb. C'est le moment où en fait tout a un peu émergé. Voilà, on parlait beaucoup de consommation collaborative. On avait d'ailleurs un petit groupe comme ça avec les fondateurs de Blablacar, Drivey à l'époque qui était mon concurrent. Comment il s'appelle, Airbnb. Enfin bon, on s'était fait un petit groupe consommation collaborative. On s'appelait les Cocos. C'était pour la petite anecdote. Et donc oui, en fait, on parlait beaucoup de tout ça. C'était les tout débuts. On anticipait quasiment la tendance parce que à l'époque, les gens ils nous regardaient quand même avec des yeux. La preuve, c'est qu'on a mis 2 ans avant de convaincre un assureur de bien vouloir nous suivre sur WeCar. Alors sur Ziloc, il n'y avait pas eu de problème. On avait trouvé un assureur assez rapidement. Le risque sur Ziloc, c'est la casse de l'objet. Ça se remplace. Sur WeCar, avec une voiture, ça peut faire des dommages beaucoup plus importants. Et puis ça touche la vie, donc c'est plus. Donc on a mis 2 ans. Donc c'est dire si à l'époque c'était encore balbutiant. Mais je pense que tous ces modèles finalement sont arrivés à peu près en même temps et ont permis de faire grossir cette économie collaborative. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus évident de faire ça. Et WeCar s'est développé de manière constante depuis toutes ces années. Avec même, post-confinement, des très bons chiffres, parce que finalement, les gens sont restés en France, les loueurs n'avaient plus de voitures, et donc il y avait plus que WeCar, quoi. Si je peux compléter sur la genèse de WeCar, ce qui est intéressant de la démarche de Marion, c'est qu'elle est partie d'un constat évident, un constat économique, c'est-à-dire d'avoir des voitures qui dorment sur un parking, c'est juste une aberration économique. Mais derrière, il y avait 2 intuitions fortes qu'elle a eues un peu avant tout le monde. La première, c'est l'aberration écologique, c'est-à-dire pourquoi construire des voitures neuves à mettre en location alors qu'on a déjà un parc existant qui roule pas beaucoup. Donc commençons par utiliser les voitures avant d'en construire d'autres. Et puis
une deuxième ligne de force qu'on voit d'autant plus s'affirmer aujourd'hui post-Covid, c'est la relation humaine, recréer du lien humain, recréer du tissu social. Et pour être un utilisateur régulier de Wicar, c'est extrêmement enrichissant à la sortie du train, quand on va récupérer une voiture Wicar. D'abord, systématiquement, les propriétaires sont toujours là à vous attendre. Ils sont à l'heure, ils sont ponctuels. Donc, vous n'avez pas à faire la queue comme en boutique. Et surtout, vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés autrement. Et donc, c'est des expériences, c'est des moments de rencontre humaine qui ne sont là que grâce au service de Wicar, qu'on n'aurait pas eu autrement. Et ça, c'est incroyable parce que ça enrichit le service dans sa globalité. Et j'ai eu je ne sais combien d'exemples de personnes qui allaient à des mariages ou qui avaient loué une voiture sur Wicar et d'autres qui avaient loué une voiture chez un loueur classique et qui arrivaient à la gare avec 1 heure, 2 heures de retard, trouvaient porte close chez le loueur classique et puis qui trouvaient leur propriétaire qui était revenu pour leur filer la voiture. Donc il y a plein de choses comme ça, intangibles, qu'on mesure pas. C'est pareil, c'est le siège auto que le propriétaire va vous laisser, c'est les barres de toit, il y a plein de choses comme ça intangibles qui créent aussi la richesse de Wicar. Et si on revient un peu sur les débuts où tu disais les 2 ans un peu compliqués à vraiment lancer Wicar, Charles-Henri, toi, est-ce que tu as eu des peurs, des stress vis-à-vis de ça? Tu as fait totalement confiance à Marion alors que tu la connaissais depuis peu. Comment tu as vécu ce moment-là? Je me souviens, on a passé une après-midi avec Marc Simoncini, tous les 3, à se poser cette question qui à l'époque était loin d'être triviale, c'est quel propriétaire serait assez courageux pour prêter sa voiture à des inconnus? Et honnêtement, on a essayé de se poser la question dans tous les sens pendant toute l'après-midi et on n'a jamais eu la réponse. Et on s'est dit, comme de toute façon on n'en sait rien, on va essayer. Et c'est comme ça qu'on s'est jeté à l'eau. Mais honnêtement, se dire, voilà, la voiture, on ne veut pas qu'il y ait de rayures, on ne veut pas qu'il y ait les miettes de biscuits des enfants à l'arrière. Voilà. Non, et puis c'est plus compliqué finalement de louer sa voiture que de louer sa propre maison. Parce que sa propre maison, elle bouge pas. On sait que, sauf vraiment incendie, on va la retrouver au même endroit. Une voiture, ça bouge, ça peut être accidenté, etc. Donc en fait, psychologiquement, les gens avaient moins de mal à louer leur maison, une résidence secondaire, ou je sais pas, c'était finalement déjà acté dans... Alors que la voiture, c'était jamais fait. Et finalement, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai embouti une voiture Wicar. Donc, bravo. je suis allé au bout de l'expérience. C'est maintenant que tu me le dis. Et là où c'est dingue, c'est que les propriétaires en étaient presque désolés pour moi. Ils m'ont dit, ça va vous gâcher vos vacances, on est désolés. Alors que c'était quand même leur voiture et c'est eux qui ont dû faire les travaux derrière. Grâce à l'assurance. Grâce à l'assurance. Et est-ce que j'imagine que vous êtes développé, vous avez d'abord démarré une ville ou ça a été toute la France d'un coup? Non, on a fait toute la France d'un coup parce qu'on avait la chance d'avoir un relais dans les médias assez fort. Et en fait, on s'est dit, si on fait qu'une ville, c'est un peu idiot, on va perdre tout ça. Donc c'est compliqué de se développer partout en France au même moment parce qu'il nous fallait des voitures un peu partout. Mais bon, on a essayé, en tout cas dans les grandes villes, d'avoir assez vite des voitures pour pouvoir... Mais aujourd'hui, alors je connais même plus les chiffres, il faudrait demander à Benoît qui maintenant s'occupe de Wicar, mais il y a vraiment des voitures partout. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller faire, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de route pour aller dans une agence. Il y a des voitures près de chez soi, en bas de la rue. Et est-ce que tu as vu des régions qui étaient qui ont mis beaucoup plus de temps à se développer parce que les gens étaient un peu réfractaires à l'idée de prêter leur voiture? Non, on a vu surtout Paris, région parisienne, qui a très bien marché tout de suite, enfin pas tout de suite, mais très vite, parce que les gens n'ont pas forcément de voiture. Donc en tout cas, du côté du locataire, c'était assez évident. Et après, toutes les grandes villes, toutes les zones où en fait la densité de population est importante, Wicar fonctionne bien parce qu'il y a une offre et une demande. C'est un petit peu plus compliqué en région. Et c'est aussi l'avantage de la SNCF, c'est qu'il nous a amenés en fait dans toutes les petites gares de région pour pouvoir louer une voiture à l'arrivée de la gare, etc. Et si on bascule un peu sur le côté levée de fonds, quels ont été les plus gros challenges? La première levée, c'était pas évident parce que on arrivait quand même avec quelque chose de nouveau et tout ça, fallait nous faire confiance. Et donc, Jaina à l'époque et Ecomobility Ventures, qui était le fonds de Orange, Total et SNCF, nous ont suivis.
Sont des business, les business de plateforme comme ça sont des business où on a besoin de beaucoup d'argent au départ avant de pouvoir arriver à un certain équilibre. C'est que il faut faire connaître la marque, il faut faire grossir les propriétaires, les locataires au même endroit, parce que si vous avez des voitures à Lille et puis des locataires à Marseille, ça marche pas. Donc ce sont des business qui mettent du temps en fait avant de vraiment porter leurs fruits. Et donc il faut convaincre les investisseurs que il faut se mettre dans le temps. Et puis il y a un jour où ça porte ses fruits. Charles-Henri, toi, ça t'a convaincu tout de suite? Qu'est-ce qui t'a plu? Déjà, c'était un projet porté par Marion, donc on connaissait le talent de Marion, et on voyait bien qu'il y avait une intuition qui méritait d'être testée. Donc de notre côté, ça s'est fait assez naturellement. Je dirais que c'est presque un peu après que on s'est dit comment le marché va passer à l'échelle. Parce qu'au départ, dans ce genre de service, il y a toujours ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à tester le service et qui peuvent l'adopter. Mais pour en faire un service qui est aujourd'hui quand même un service grand public, de masse, c'était ça tout le pari sur lequel on savait pas, voilà, on n'avait pas d'idée au départ. Et fort heureusement, nos intuitions se sont confirmées, les intuitions de Marion surtout se sont confirmées dans le temps. Et ensuite, si on avance un peu dans le temps, donc Wicar a été racheté par la SNCF, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première rencontre avec Guillaume Pépi? Guillaume, j'ai dîné un soir à côté de lui dans le cadre d'un événement. Et puis, il a commencé à me raconter qu'il avait fait un voyage aux États-Unis, qu'il avait rencontré des entreprises formidables et tout. Et il me parle d'une entreprise qui était en fait un de nos concurrents aux États-Unis. Et donc, je lui dis, mince, alors, venez nous voir. C'est exactement ce qu'on fait. Et donc, il m'a pris au mot, il est venu nous voir. Et c'était un moment où nous, on cherchait à lever de l'argent pour continuer à grossir. Et en fait, en sortant du rendez-vous, il m'a dit « Mais pourquoi ce ne serait pas nous ?» Et oui, pourquoi ce ne serait pas la SNCF? Et donc la SNCF nous a apporté à la fois de l'argent et aussi des logiques de partenariat, parce qu'il y a 40% de la location de voitures qui se fait en gare ou en aéroport, donc ce sont des points clés pour la location de voitures. Et donc voilà, on a fait un bout de chemin avec la SNCF. Alors c'est la grosse entreprise avec la start-up. On avait mis en place des règles assez claires sur le fait que on était une start-up, on voulait rester une start-up, donc avec au board des gens qui étaient capables de décider. Ça, c'était vraiment un point important pour moi, c'est que je voulais avoir des gens à la fin de la réunion qui soient capables de dire go, no go. Et donc finalement, voilà comment ça s'est passé grâce à un dîner avec Guillaume Pépi. Et de ton côté, tu l'as vécu comment, Charles-Henri, ton application? Assez rapidement, moi j'ai rencontré le directeur financier qui m'a dit comment on fait un deal. et on a, voilà, effectivement, il fallait aligner les planètes et les enjeux de chacun. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de la SNCF dans toute cette démarche, c'est qu'ils ont eu le souci de préserver la dimension entrepreneuriale de Wicar et du rôle clé de Marion et de Benoît, son DG. Et ça s'est traduit par différentes choses. Je les mentionne juste parce que c'est pas courant dans le cadre d'une acquisition et ça peut peut-être intéresser nos auditeurs. Typiquement, pour les discussions, ils ont pris, ça n'a rien de péjoratif, mais un petit cabinet d'avocats. Ils ne sont pas allés chercher des grosses stars de la place, des cabinets anglo-saxons avec des avocats chevronnés qui coûtent très cher, mais des avocats qui sont rompus aux discussions avec les entrepreneurs et les startups, donc des cabinets moins visibles, mais très pertinents et qui ont contribué à fluidifier la discussion. Et donc les négociations de ce côté-là, alors que évidemment en face, il y avait quand même un poids lourd comme la SNCF, ça a énormément facilité l'opération. Donc ça a été une grande preuve d'intelligence de la SNCF que de se mettre au niveau d'une start-up, déjà en prenant des conseils qui parlaient le même langage que ceux des entrepreneurs. Deuxième exemple très intéressant, c'est qu'ils ont laissé Wicar dans ses bureaux. Ils n'ont pas dit, bon, maintenant vous venez dans notre siège ou dans des bureaux de la SNCF, on vous laisse votre autonomie. Et puis dernier élément aussi très, 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 très intelligent de leur part, c'est qu'ils nous ont d'abord, ils ont voulu qu'on assure un service après-vente. Donc je suis resté au board après l'opération alors que j'avais plus beaucoup d'enjeux dans la société, mais ils ont souhaité qu'on reste pour garantir encore cette dynamique, qu'il y a un regard extérieur à celui de la SNCF ou des fondateurs, et qui pouvait même se traduire sur la gestion du budget.
sur lequel on avait un droit de regard, alors que la SNCF pouvait quand même dire maintenant que j'ai quand même investi une certaine somme, le budget, je vais quand même donner mon avis. Donc ils l'avaient, mais on pouvait les challenger là-dessus. Et c'était aussi une preuve d'intelligence que d'écouter tout le monde avant de prendre des décisions qui devait aller dans le sens d'un bon développement de Wicar, et évidemment de profiter de l'effet de levier des partenariats avec la SNCF. Et du coup, Marion, de ton côté, tu étais déjà, toi, installée à Marseille et tu faisais les allers-retours ? Alors moi, j'ai fait un choix, un peu définitif en 2014, c'est d'aller vivre à Marseille tout en travaillant à Paris. Donc j'ai fait 3 ans et demi, quasiment 4, d'aller-retour. J'étais du lundi au jeudi à Paris et le vendredi, je travaillais de chez moi à Marseille. Et donc, l'entrée de la SNCF au capital de Wicar, c'était en 2015, donc c'était un an après. Et en fait, j'avais le secret espoir de réussir à faire bouger toute cette petite équipe à Marseille. Et en fait, le jour où je me suis avoué à moi-même que non, ils étaient tous jeunes, qui s'éclataient à Paris et qu'il n'était pas question qu'ils viennent à Marseille, j'ai décidé j'ai demandé à Benoît s'il était d'accord pour prendre la suite. Et donc, c'est Benoît qui a pris la suite, qui dirige Wicar aujourd'hui. Et moi, je suis partie et je suis rentrée à Marseille à plein temps, avec l'idée de trouver une boîte à monter à Marseille cette fois-ci. Et donc, j'ai passé 6-8 mois à chercher des idées, à rencontrer des gens. Donc c'est une période assez sympathique. J'aime bien toujours les débuts de boîte, c'est toujours sympa, je trouve. Et donc, sauf qu'au bout de 6-8 mois, j'avais toujours pas trouvé vraiment d'idées. Je creusais des sujets, mais c'était... ça s'arrêtait toujours à un moment, soit ça me plaisait pas assez, soit c'était pas assez... je voulais avoir un impact aussi sur Build a City for Good. Et donc, je cherchais, et puis je suis tombée par hasard sur une annonce, comme quoi il y avait une filature qui était qui était en redressement judiciaire. Et il se trouve que cette filature, elle détenait une marque qui s'appelle Annie Blatt. Alors, il y a juste les plus de 45 ans qui vont connaître cette marque, mais c'est une marque qui était très connue à l'époque, dans les années 80. C'est une marque de pelote de laine. Pour les plus âgés, c'est les pulls d'Anne Sinclair sur 7/7, pulls très poilus, etc. Et cette marque, elle me parlait parce que donc moi, je viens du Nord. J'ai ma grand-mère qui m'avait appris à tricoter avec cette marque-là. Et quand j'étais en 3e, mon premier stage que j'ai fait, stage obligatoire, je l'ai fait dans une filature. Donc en fait, quand tout ça est venu se mettre en face de mes yeux, ça cochait toutes les cases. Et je me suis dit, mais voilà ce que je vais faire. Et donc je suis partie un peu en croisade avec l'idée de sauver cette boîte. Bon, ce qui était compliqué, parce que c'était une boîte industrielle, c'était une filature, il y avait une filature, une teinturerie. Donc avec des enjeux aussi environnementaux, puisque la teinturerie, ça faisait 100 ans qu'elle était au même endroit, on ne savait pas bien comment ça s'était passé avant. Et il se trouve que quand on reprend une boîte comme ça, on récupère le passif environnemental. Et j'ai jamais eu la preuve qu'en fait tout était clean. Bref, donc j'ai réussi à racheter la marque et ses archives, et je me suis associée avec la styliste de l'époque, qui était depuis 20 ans dans la société, qui est incroyable, qui fait des choses magnifiques. Et on a décidé de relancer la marque, à la fois sur son univers historique de la pelote de laine, mais aussi en lançant une marque de prêt-à-porter haut de gamme, fabriquée en France. Ça, c'est très important pour moi parce que je me suis bien galérée à trouver ça. Et en plus, on s'est rajouté une difficulté, c'est fabriqué en France à la demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock. C'est vraiment une production au fil de l'eau. On a trouvé un atelier partenaire qui a accepté ce challenge. Et donc, à partir du moment où on commande en ligne, on fabrique le pull et on vous le livre en moins de 15 jours. Et donc, tu passes de projet que tu as monté de A à Z à un projet déjà existant qu'il faut renaître. Qu'est-ce qui change entre ces deux Alors déjà, moi j'ai été effarée de voir à quel point cette marque était emblématique pour les tricoteuses. C'est vraiment une marque très connue. Et donc ça fait plaisir déjà de voir qu'elle a une histoire, elle a un passif vraiment, vraiment fort, et surtout de qualité, les fils, des fils haut de gamme. Là, je prends un exemple, notre Angora par exemple, ce sont des lapins qui sont élevés dans l'ouest de la France. Le fil, il est filé en France. Enfin, il est teint en France, filé en France, et ensuite on fabrique le pull en France. Donc c'est vraiment 100% made in France.
Alors, c'est pas forcément le cas de tous nos fils, parce que certains, comme le mohair par exemple, à 85% de la production, elle vient d'Afrique du Sud. Mais voilà, donc on a essayé de faire au mieux sur un marché que moi je connaissais pas du tout. Hein. Donc à chaque pas, j'ai découvert. Puis là-dessus, il y a eu le Covid. Donc voilà, on a découvert plein de trucs. Pour l'instant, j'ai trouvé que, alors en tout cas, la reprise d'une entreprise industrielle en France, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Je connaissais pas du tout l'univers des administrateurs judiciaires. On tombe en fait dans la justice, on n'est plus du tout dans le timing du business en fait. Donc ça, c'est assez surprenant. Mais le fait d'avoir repris finalement juste la marque et d'avoir m'être associé avec Assis, ça me permet de reconstituer ma propre équipe. Et c'est ça qui pour moi est important, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui je vais travailler, pouvoir être content de les voir le matin. Donc c'est assez différent. On se sent une responsabilité aussi vis-à-vis de la marque parce que on a des clientes qui nous attendent au tournant. Mais c'est vachement excitant. Et Charles-Henri, quand tu as appris, quand Marion t'a parlé de ce projet, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu t'es dit, waouh! Non, parce que c'est Marion. Parce qu'elle a toujours des idées... saugrenues. Voilà. Mais... Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, l'industrie textile en France. Il y a en plus de ça une tendance de fond où les gens veulent des produits plus authentiques, plus premium, avec une histoire derrière, avec du Made in France. Et Annie Blatt coche ses cases. Donc c'est une très belle aventure. Et quels sont... parce que tu parles d'une marque qui est quand même très ancienne. Moi, pour être honnête, je ne connaissais pas. C'est un peu une marque, entre guillemets, de grand-mère. Quels sont les enjeux, là? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois pour refaire naître, pour qu'elle sorte un peu de cette image-là? En fait, l'enjeu, c'est de la faire connaître aux plus jeunes et puis de montrer à quel point cette histoire vient la nourrir et qu'on essaye de perpétuer tout ça. Donc là, l'enjeu, c'est montrer nos produits parce que le fait de fabriquer à la demande aussi fait que on n'a pas de magasin, on vend que sur Internet. Donc c'est comment on fait pour montrer nos produits, pour faire toucher la matière parce qu'en fait... c'est ça qui est intéressant. Moi, après le web, après Wicar et tout ça, j'avais besoin d'un vrai produit. J'avais besoin de toucher des choses. Alors, avec les pelotes toutes douces, là, je suis servie. C'est parfait. Mais oui, l'enjeu, ça sera de faire connaître la marque et de garder un niveau de qualité et aussi peut-être de faire cohabiter le tricot et le prêt-à-porter où, en fait, le tricot... les personnes qui aiment tricoter, il y en a certaines qui vont chercher la difficulté du modèle, il y en a d'autres qui sont plus récentes dans le tricot, qui vont plutôt avoir envie de modèles un peu plus basiques. Et puis le prêt-à-porter, il y a gardé le style Annie Blatt. On a 50 ans d'archives, de catalogues plus magnifiques les uns que les autres, donc on a de la matière, on essaye de garder ce style tout en le modernisant un petit peu. Donc voilà, c'est garder nos anciennes tricoteuses qui sont vraiment nos clientes fidèles et qui nous envoient des messages trop mignons, et puis aller vers les nouvelles tricoteuses et puis les acheteuses qui savent pas tricoter, qui vont acheter un pull tout fait. Et donc Pardon, je t'interromps, mais pour compléter ce que dit Marion, et c'est intéressant surtout pendant cette période de confinement et de Covid, c'est intéressant, et là on le voit avec depuis la fenêtre de Daphne, c'est ces tendances, donc, comme je l'ai évoqué précédemment, ce besoin de retour aux sources, d'authenticité, donc d'histoire, c'est-à-dire aussi de donner du sens. On cherche de plus en plus à donner du sens à sa vie parce qu'on a passé des périodes difficiles ces derniers mois, mais aussi aux objets qu'on a, tout ça aussi dans une perspective de respect de l'environnement, de respect des animaux, peut-être d'ailleurs que tu pourras en parler aussi, de comment tu gères la filière par rapport à ces lapins, et aussi de retour aux tâches manuelles, tout ce qui est bricolage, le do-it-yourself a explosé pendant la période du confinement. On s'est tous remis à faire des petits travaux, mais au-delà du fait que c'est parce qu'on avait peut-être un peu de temps à passer, c'est aussi un besoin de retrouver des tâches matérielles qu'on avait un peu trop vite oubliées. Et ce qui est hyper important dans le tricot, entre guillemets, d'une part, c'est que quand on tricote, on se fabrique un pull sans aucune énergie, et si ce n'est l'huile de coude. Donc ça, c'est très vertueux. Et l'autre chose, c'est qu'on se rend compte de la valeur des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on se dit qu'un pull, ça vaut 25 ou 30 euros en fast fashion. Ben non, un pull, quand on voit toutes les étapes, moi j'ai été visiter les filatures, les fabricants, etc. C'est hallucinant le temps et toutes les étapes nécessaires pour fabriquer un pull. Et quand on se le tricote, je pense qu'on réalise plus la valeur. Ce qu'il y a derrière. Voilà, la valeur à la fois du fil, on le touche, et la valeur de tout le travail qu'il y a eu autour de ce pull-là. Et donc, derrière toi, pour t'aider, il y a cette styliste dont tu nous as parlé. Vous êtes basé à Marseille avec une équipe ? On est à Marseille, on est 3, bientôt 4. Que des filles. Alors, les garçons, étonnant. S'il vous plaît, venez, parce que moi, j'aime bien les équipes équilibrées. Et voilà, et c'est le début. On lance, on a ouvert le site il y a quelques mois. Donc, on a commencé à vendre des kits tricot, etc. Mais on lance officiellement dans les jours qui viennent. Et c'est marrant, tu viens de dire que tu aimais bien les équipes équilibrées. Tu l'as aussi dit ce matin, on a eu un événement dans les bureaux de Daphne avec Sista, les Inclusive Hours, où tu disais que la mixité te tenait vraiment à cœur. Oui, je pense que les bonnes équipes, c'est des équipes mixtes, diverses, avec des gens d'horizons différents. Je pense que c'est ça qui nourrit une équipe. Et c'est ça, moi, qui me fait marrer, c'est ne pas avoir que des petits clones, mais d'avoir des gens qui apportent chacun des choses. Alors là, je suis très, très embêtée parce que sur Annie Blatt, je me dis que j'espère que j'arriverai à convaincre des hommes de venir dans l'aventure. Et comment tu fais pour trouver le talent ? Par exemple, Wicard, le DG, c'est toi qui es allé le chercher, entre guillemets. Charles-Henri me l'a présenté. Ok. Chez Daphne, on a aussi un bon vivier de talent. C'est aussi comme ça qu'on aide nos sociétés du portefeuille. C'est clair. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez des... Charles-Henri, est-ce que tu as encore des choses à ajouter, Marion ? Moi, j'ai une question pour Marion, une question un peu personnelle, mais un clin d'œil pour nos auditeurs. Je voudrais savoir si, puisque c'est un peu un lien entre ta première aventure Ziloc et ta dernière aventure à date, Annie Blatt, est-ce que tu as toujours ta machine à coudre ? Oui, dans ma cape. Et c'est toujours Xavier qui tricote. Enfin, qui coud. Moi, je tricote, lui coud. Super, alors on va arriver aux 4 dernières questions de la fin. Je vais commencer, puis après Charles-Henri continuera. Comment est-ce que tu déconnectes, Marion ? Oh bah ça, j'ai pas de problème à déconnecter. En habitant à Marseille, avec la mer au bout de la rue, on n'a pas de problème. Ton plaisir coupable ? Le chocolat. Ça nous aide donc à trouver quel était le mensonge dans la vidéo. C'est un indice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit ? En fait, c'est très très rare que le boulot vienne m'empêcher de dormir, mais par contre, ça peut me réveiller. Et quand ça me réveille, c'est en général qu'il y a trop de choses en même temps et qu'il faut que j'arrive à prioriser. Que je priorise et tout. Donc voilà, ça va me réveiller, je vais faire une petite insomnie pendant 1 heure ou 2, je vais avoir 25 000 idées à la minute, et puis le lendemain matin, j'aurai tout oublié. Facile. La meilleure adresse de Marseille ? Pourquoi ? Pour manger ? Ce que tu veux. Moi, j'aime bien, en ce moment, aller chez Paulette. C'est un cabanon au bord de l'eau pour manger des petites moules, parce que j'ai pas pu aller à Braderville, vu qu'il n'y en a pas eu, et donc voilà. Ça fait rêver. Écoute, merci Marion, merci Charles-Henri. Merci à vous. Merci Sophie, merci Marion. À très vite.